cette notion de citoyenneté, je terminerai par là. Alors, jusqu'ici, il y a une sorte de terme qui semble absent de mon exposé, qui est le terme de démocratie. Mon exposé s'est intitulé « Démocratie, citoyenneté », et les représentants du CEGEC sont sans doute en train de me dire « Mais il nous a vendu un chat dans un sac. Il ne nous a toujours pas parlé de démocratie. » Mais en fait, je n'ai fait que parler de démocratie. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est classiquement défini comme étant le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Du peuple, c'est-à-dire qu'on identifie un peuple qui est titulaire de la souveraineté, qui est souvent associé à la souveraineté nationale. Pour le peuple, c'est-à-dire que ce gouvernement fondé sur le peuple doit défendre l'intérêt général. Et par le peuple, c'est-à-dire que ce gouvernement fondé sur le peuple, défendant l'intérêt général, ne se fait pas sans le peuple. En d'autres termes, la démocratie, c'est d'abord un régime de participation collective. Quand on dit la démocratie, ce sont des droits égaux, et c'est le fait que le pouvoir ne peut pas se justifier par la science, par la nature, par la religion, par l'histoire ou par le grand pastafari, ça ne suffit pas à définir la démocratie. La démocratie, c'est d'abord un régime de participation, et c'est un régime de participation qui est fondé sur ce qu'on appelle l'égalité politique. Pour reprendre les termes du juriste Hans Kelsen, la démocratie, c'est un régime sans père. Il n'y a pas de papa en démocratie. Si tout à coup quelqu'un fait campagne en disant « Vous savez, la politique, c'est tout le monde aime papa », vous aurez désormais un argument, et vous citez Kelsen, ils disent non. Soit il y a un papa et on n'est pas en démocratie, soit on est en démocratie et il n'y a pas de papa. C'est un régime d'égalité politique. C'est un régime d'égalité politique qui est parcouru par un grand nombre d'oppositions, que je ne vais pas approfondir ici, mais on voit que la manière dont on définit la démocratie va considérablement influencer la manière dont on définit la citoyenneté. Et la manière dont on va définir la citoyenneté va considérablement influencer la manière dont on définit la démocratie. La manière dont on définit l'appartenance ou pas à la communauté nationale, c'est-à-dire la manière dont on définit la citoyenneté nationale, eh bien, ça va considérablement influencer, par exemple, ce qu'on appelle le pouvoir du peuple. La manière, l'ensemble des droits et des devoirs, mais aussi l'ensemble des ressources dont vous disposez, et la manière dont les institutions politiques sont organisées, la manière, le rôle que joue la société civile, le rôle que jouent les médias, ce n'est pas seulement un outil de citoyenneté, c'est aussi une dimension intrinsèque de la démocratie, et vice-versa. C'est la raison pour laquelle souvent on associe le terme de citoyenneté et le terme de démocratie. C'est parce que la citoyenneté est conçue comme étant la base pratique de la démocratie, là où la démocratie est censée donner un sens égalitaire à la citoyenneté. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'autant une démocratie sans citoyenneté, c'est soit un ensemble de principes vagues, soit un ensemble de lois sans consistance directe dans nos pratiques quotidiennes, mais à l'inverse, il est tout à fait, malheureusement, possible de concevoir une citoyenneté qui ne soit absolument pas démocratique, ce qui doit nous amener à nous prémunir parfois de l'usage abusif de la citoyenneté. Il est tout à fait possible de concevoir un régime qui présente un certain nombre d'aspects démocratiques sans du tout se soucier de la citoyenneté. Pensons par exemple au système des castes, qui existe encore un peu, mais qui a existé beaucoup en Inde, alors que la République d'Inde était déjà, au niveau de ses institutions, un régime, en tout cas formellement démocratique. Pensons, et c'est un cas limite, je le conçois, certains d'entre vous diront que je vais un peu loin, mais quand même, en termes analytiques, le cas très singulier de l'apartheid en Afrique du Sud, où au sein de la communauté blanche, vous aviez, dans une certaine mesure, l'existence, en tout cas la subsistance d'un certain nombre d'institutions, en tout cas apparemment démocratiques. Il y avait des élections, il y avait même une forme, certes atténuée, de pluralisme, il y avait une démocratie locale assez vivante, il y avait des clubs, il y avait des associations, il y avait une société civile, il y avait une presse, mais tant que vous faisiez partie du club des Blancs.
Mais dès le moment où la définition que vous donnez de la citoyenneté sud-africaine, c'est « vous êtes citoyen si vous êtes blanc », alors vous avez un problème, c'est que vous excluez 88% de la population. Enfin, de manière encore plus grotesque, mais tout aussi réelle, vous pouviez, quand vous étiez allemand en 1942, vous étiez citoyen du Reich. Et c'est au nom de cette citoyenneté du Reich qu'un certain nombre de choses, qu'un certain nombre de lois ont été votées. Et donc, de nouveau, quand on vous dit « ce qu'il nous faut, c'est plus de citoyenneté », je crois que la question qu'il faut se poser juste après, ou que vous devriez poser juste après, oui, mais au nom de quelle définition de la démocratie? Est-ce que vous êtes citoyen au nom d'une certaine idée de la démocratie? Et si oui, laquelle? Quelle conception de la participation? Quelle conception de la délibération démocratique? Quelle conception de la protection des droits fondamentaux, des droits civils et politiques? Quelle conception, par exemple, des corps intermédiaires? Et à l'inverse, si vous vous déclarez démocrate, il est important de vous interroger juste après sur la définition de la citoyenneté qui préside à votre culture démocratique. Parce que si vous êtes démocrate, mais que vos conditions, par exemple, d'accès à la nationalité sont extrêmement restreintes, si elles sont, par exemple, discriminatoires, si les personnes qui ne sont pas nationales ne disposent d'aucun droit et devoir, si, en dépit de ces droits et devoirs, il y a un certain nombre de parties de la population qui sont structurellement exclues ou marginalisées, si la manière dont vous organisez le fonctionnement de la société civile, si vous considérez par exemple que les corps intermédiaires, ça ne sert à rien, si vous êtes par exemple membre d'un gouvernement fédéral et que vous considérez que les juges posent problème parce qu'ils s'opposent structurellement aux politiques du gouvernement qui, lui, a été élu par le peuple, et je suis démocrate et les juges ne le sont pas, si vous estimez par exemple que ce n'est pas démocratique de faire la grève ou de manifester parce que la grève c'est politique, si vous estimez par exemple que ce n'est pas démocratique sur tel ou tel sujet éthique, sur tel ou tel sujet sociétaux, de vous prononcer en tant que membre de la société civile, parce que ce n'est pas le rôle de la société civile de contrôler le gouvernement, le rôle de la société civile est d'accompagner le gouvernement dans son action politique, eh bien ce sont des conceptions singulières de la démocratie, parce que ce sont aussi des conceptions singulières, mais problématiques également, selon moi, de la citoyenneté. Alors, je vais terminer, bien entendu, en ne terminant pas. Ce sera votre rôle de terminer, puisque la journée est encore longue. Je ne sais pas si cet exposé aura servi à quelque chose, j'espère du moins que vous ne vous êtes pas encore tout à fait endormi. Et si certains des éléments de réflexion, certaines des distinctions, certaines des catégories auxquelles j'ai essayé de mettre en avant, que j'ai essayé de souligner, peuvent vous servir dans vos réflexions, peuvent vous servir dans vos débats, peuvent vous servir dans vos discussions cet après-midi et durant le reste de la journée, mais peut-être aussi dans vos discussions à table encore, qui sait, je rêve, dans 48 heures, eh bien, il aura peut-être été trop long cet exposé, mais il n'aura été pas tout à fait inutile. Je vous remercie.